Les journées se défilent et ne se ressemblent pas. Vous vous levez un mercredi matin, vous avez une nouvelle vidéo de Vulvon, elle est passionnante, elle permet de produire de la pensée, d'aller plus loin dans nos réflexions. Tout va bien. Et le lendemain, vous vous réveillez un jeudi et il faut se taper la vidéo du Figaro avec Samuel Fitoussi pour la sortie de son ouvrage Woke Fiction, dont Antoine Goya a fait une très bonne chronique, assez drôle d'ailleurs, que je vous invite à aller voir. Vous la trouverez assez facilement. Et donc, on va se faire une vidéo en 3 parties. On va se faire une vidéo en 3 parties, puisque la vidéo du Figaro est elle-même divisée en 3 parties, puisqu'ils essayent de répondre à 3 questions passionnantes. La première question étant, wokisme, est-ce que c'est une vraie menace ou une simple panique morale ? Puis, deuxième partie, la révolution culturelle woke, un nouvel art officiel, point d'interrogation. Voilà. Et enfin, la révolution culturelle woke, génération offensée. Alors, on va bien s'amuser. La vidéo, elle fait 50 minutes au total. Je l'ai mise en 1,25. Évidemment, on va se la faire en 3 fois, sinon ça va faire une seule vidéo de 2 heures, c'est beaucoup trop long, j'espère que vous êtes prêts. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi, et donc chez vous. Premier point avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est la notion de révolution culturelle dont il parle. Révolution culturelle, c'est pas un néologisme, ça faut bien le comprendre. Le terme révolution culturelle, c'est un terme historique. La grande révolution culturelle prolétarienne, c'est une période un peu sombre de la Chine moderne qui a lieu pendant une dizaine d'années entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70, qui ont abouti à une période de chaos absolu en Chine, à un début de guerre civile, etc. Enfin bref. Pour les personnes qui connaissent déjà l'histoire, vous voyez de quoi je veux parler. Et donc en fait, ça m'agace qu'ils parlent de révolution culturelle, parce qu'au Figaro, ils sont quand même cultivés. Ils savent exactement ce qu'ils font quand ils utilisent le terme révolution culturelle, donc déjà on sent le truc qui va être particulièrement orienté. Néanmoins, on va leur laisser une chance, vous allez voir, il y a quand même des trucs qui sont intéressants, mais on est, pour répondre à leur première question avant même que la vidéo ne commence, vraie menace ou panique morale. Panique morale. Voilà, on a la réponse. Cherchez pas plus loin. Allez, c'est parti pour les 20 premières minutes. On y va, le club, le Figaro, les idées, on y va. Alors, avant de commencer notre débat sur la révolution culturelle woke, je voudrais qu'on s'intéresse tout de suite à une objection qu'on entend beaucoup dans le débat public, qui est le wokisme, ça n'existe pas, c'est une invention de réactionnaires, et c'est vrai qu'on a énormément de livres qui paraissent sur le sujet du wokisme. Dans les librairies, c'est devenu presque un genre à part entière, on ne compte plus le nombre de livres qui s'intéressent à ce sujet, et toute une partie de la gauche dit voilà, le wokisme, c'est une invention de la droite. Alors Pierre-Valentin, vous qui avez beaucoup été un des premiers à parler de ce sujet, qu'est-ce que vous répondez à cette... Alors le mot woke, il existe depuis quand même presque 100 ans maintenant. Stay woke, c'est pas un slogan qui existe depuis une dizaine d'années. Il y avait des chanteuses afro-américaines qui chantaient Be woke, stay woke et compagnie. Non, nous ce qu'on reproche, c'est pas tant que ce mouvement n'existe pas, c'est qu'effectivement c'est un mouvement qui est trop protéiforme pour qu'on puisse dire qu'il existe. Et d'ailleurs, il n'existe pas de personnes qui incarnent une pensée woke. Il n'existe pas d'ouvrage qui présenterait de la pensée woke. Moi, je peux vous citer des ouvrages de la pensée intersectionnelle, je peux vous citer des ouvrages de la 2e ou de la 3e vague du féminisme, je peux vous citer sans problème des ouvrages de la pensée décoloniale, je peux vous citer des auteurs, des personnes qui ont réfléchi ça. Mais si je vous dis, citez-moi un auteur woke, vous ne pouvez pas citer un auteur woke, ça n'existe pas, parce que le wokisme, c'est un truc beaucoup trop protéiforme dans leur tête, et on l'a vu avec le titre d'un ouvrage qui est passé, un ouvrage qui s'appelait LGBTQIA+, il était juste avant là. Vous allez voir, tout est mélangé. Et toute une partie de la gauche dit voilà, le wokisme c'est un... Regardez, wokisme, LGBT++, pseudo-féminisme et autres balivernes, vous voyez, c'est un truc un peu fourre-tout et c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Donc, il y a un spécialiste de la question woke, ça tombe bien, puisque nous-mêmes, les woke, ne sommes pas des spécialistes de la question woke, on ne sait même pas ce que ça veut dire, on l'écoute. Le terme ait fait apparition dans le débat public français, ce soit encore, le débat en soit encore là, qu'on soit encore obligé de prouver que 2 + 2 = 4, qu'on soit encore à expliquer. Là, il y a un vrai sophisme en fait. Il prétend que prouver l'existence du wokisme, c'est prouver que 2 + 2 = 4. Moi, je pense que ce qu'ils appellent wokisme, c'est le progressisme. C'est les luttes progressistes, tout simplement. Et le problème du progressisme, c'est que des luttes qui ont été des luttes très progressistes dans les années 50-60, pour l'avortement, par exemple, aujourd'hui ne paraissent pas du tout progressistes. Aujourd'hui, ça paraît absolument naturel que les femmes aient le droit d'avorter librement, de la façon la plus facile qui soit. Et on sait qu'en France, il y a quelques entraves, malheureusement, à ce sujet-là. Et donc, en fait, ils sont en train de s'opposer à des luttes progressistes qui paraîtront complètement dérisoires dans 15 ans. Et je pense que cette interview-là va énormément mal vieillir pour eux. C'est des trucs qu'on pourra leur ressortir dans 15 ans. Et c'est étonnant qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Qu'ils ne fassent pas la distinction entre juste le progressisme et le wokisme.
Par exemple, que ce que Nora raconte dans son ouvrage a vraiment eu lieu, parce que c'est la seule attaque pour l'instant qui est faite de l'ouvrage. En quoi est-ce qu'il existe ? Premièrement, les témoignages que récolte Nora dans son ouvrage sont particulièrement saisissants. Donc on voit l'organisation d'une Pride radicale, on voit la tentative d'essayer d'incarner l'intersectionnalité en pratique et l'impossibilité théorique qui est associée. Donc dans quel ordre est-ce qu'on fait marcher les gens ? Est-ce qu'on met les racisés, comme ils disent, devant ? Est-ce que le blanc homosexuel handicapé a le droit de doubler la trans lesbienne noire ? Voilà, donc ça les amuse. Alors oui, effectivement, je suis absolument convaincu que c'est des genres de trucs qui peuvent arriver dans certaines marches. Mais de deux choses. Premièrement, l'intersectionnalité, ça n'est pas un courant qui explique que les discriminations s'accumulent. C'est pas du tout ça, c'est même précisément l'inverse. C'est un courant qui dit que les discriminations s'entremêlent pour créer des discriminations qui sont très spécifiques. Le cas pris par Kimberlé Crenshaw, c'est le cas de la femme noire qui subit à la fois de la misogynie et à la fois du racisme. Sauf que, étant donné que les luttes contre le racisme sont avant tout des luttes contre le racisme que subissent les hommes noirs, en fait, dans son racisme, il y a une forme de misogynie qui n'est pas objectivée par les luttes antiracistes, qui n'est pas identifiée comme telle. Et donc, la discrimination qu'elle subit est une discrimination qui vient à l'intersection entre la misogynie qu'elle subit et son racisme. Ce qui sous-entend que si demain on abolit le racisme, en fait, ce sont surtout les hommes racisés qui vont en bénéficier et pas nécessairement les femmes racisées, parce qu'on ne pense pas, avant les cours intersectionnels en tout cas, on ne pense pas les discriminations raciales comme pouvant aussi toucher les femmes. Donc on n'envisage pas qu'elles puissent être spécifiques aux femmes. C'est ça que disaient les cours intersectionnels. Donc oui, effectivement, il y a certaines marches qui s'en mêlent un peu les pinceaux, qui veulent bien faire, qui peuvent se poser ce genre de questions, même si là c'est porté à l'extrême. Mais ce qu'on a toujours envie de répondre à ce genre d'argument, c'est, mis à part ces petits faits divers, est-ce que oui ou non, comme le disait Piodéic dans une vidéo, il disait dans une de ses vidéos, moi j'ai jamais vu une fille aux cheveux violets dans ma vie. Est-ce que la société est gangrénée par ces questions ? Est-ce que ça concerne pas des marches qui sont de base des marches qui se disent ultra progressistes ? Et donc en fait, en quoi c'est quelque chose qui vient arriver sur la société comme une potentielle menace ? C'est ça que j'ai envie de répondre à chaque fois. On voit les rouages de cette idéologie rentrer en friction. L'autre objection qui est souvent faite, c'est le fait que le terme soit flou, fourre-tout et indéfinissable. Moi, je ne pars pas du principe que le terme est toujours manié avec rigueur dans l'espace public, c'est pas la question. Je sais que parfois, le fait que le drapeau de l'Union européenne ait été mis sous l'Arc de Triomphe ait été qualifié de wokisme, je trouve ça un peu ridicule. Par contre, je pense que le terme se définit bien. La définition que j'en propose, c'est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination. Alors oui, c'est pas mal de commencer la définition de wokiste par ça, je suis obligé de la couper parce que vous allez voir, sa définition est assez longue, mais de fait, les sociétés occidentales, les sociétés en général, sont régies par des rapports de pouvoir et de domination, de fait. De fait, les personnes qui sont au contrôle du pays, les personnes qui sont les plus riches sont des hommes blancs. Je veux dire, de fait. Et ensuite, il existe des rapports hiérarchiques dans la société qui sont des rapports qui ne sont pas dits, qu'on ne peut pas voir, qui expliquent pourquoi les hommes occupent l'espace public et pourquoi les femmes en sont encore aujourd'hui exclues. Et même ces rapports de hiérarchie, on les retrouve au sein de la façon dont le travail en France est structuré, dans la société occidentale est structuré, avec un rapport très vertical. Tous les pays d'Europe ne répondent pas strictement à ce type de classification. Mais bien évidemment qu'il existe des rapports de domination et des rapports de pouvoir entre les individus qui s'exercent. Des systèmes d'oppression qui ont pour but d'inférioriser, comme ils disent, l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, par des moyens souvent invisibles. Et le woke, justement, l'éveillé, c'est celui qui est éveillé à cette réalité néfaste et qui se donne pour mission dans la vie de conscientiser les autres à cette réalité néfaste, secrète, cachée, que lui aurait perçue. Et elle n'est pas cata, sa définition. C'est juste qu'elle part sur des prémices qui pour moi sont complètement faux. Ça veut dire qu'en fait, il sous-entend dans ces définitions-là qu'il n'y aurait pas de rapport de pouvoir ou de domination. Allez, prenez ça tous les sociologues de France. Mais en soi, sa définition, elle n'est pas catastrophique. Il y a quelqu'un qui propose une définition du wokisme. Donc on comprend sur quoi lui il se base quand il va parler du wokisme. On va le garder dans un coin de notre tête. Et je pense qu'une fois qu'on a balayé rapidement ces deux objections-là, le vrai débat peut commencer et on peut vraiment commencer à comprendre ce que c'est, comprendre la psychologie, comprendre l'influence dans la culture. Et je trouve ça assez terrible de voir que, de par la pression de ces militants en ligne et d'un certain nombre de journaux de gauche, on en soit encore 2 ans après à dire oui, je vous promets, ça existe. Après les événements de Sciences Po Grenoble, où on avait vu un professeur, quelques mois après la décapitation de Samuel Paty, avoir son nom placardé sur les murs de l'IEP. Et après... Donc cette histoire, effectivement, elle avait fait un petit peu de bruit. Moi, je me rappelle très bien, je me rappelle comme si c'était hier. Effectivement, vous avez un professeur de Sciences Po qui s'était opposé à un événement qui était organisé dans la fac et qui avait envoyé des mails dans lesquels il y avait quand même un petit fond de pensée raciste et coloniale. Donc évidemment, ça avait révolté les étudiants de Sciences Po. De là, effectivement, c'était, je crois, 2 ans après ou 1 an après les événements de Samuel Paty, de là à placarder son nom en traitant d'islamophobe, oui, effectivement, c'est stupide. Oui, on s'accorde là-dessus. C'est dangereux. Effectivement, c'est dangereux. Il y a eu, alors ça s'est passé qu'une seule fois, hein, je veux dire, les personnes qui sont dénoncées comme étant islamophobes ne sont pas tous sous protection judiciaire, ils ne sont pas tous menacés de décapitation, hein, évidemment. N'empêche que c'est bête, effectivement.
Et moi, je rejoins le fait qu'effectivement ce soit idiot. Par contre, je rejoins aussi les étudiants de Sciences Po dans leur colère. Il y a un moment donné où ils ont le droit de dire, mais en fait, dans un endroit qui est réputé aussi prestigieux que Sciences Po, on a le droit de recevoir des enseignements de la part d'enseignants qui sont quand même au courant des enjeux sociaux de notre époque. Et moi, je suis complètement d'accord aussi avec leur colère. De là à placarder son visage, être islamophobe, évidemment, c'est inconséquent, c'est même dangereux. Mais bon, voilà, enfin, je veux dire, en quoi cet argument montre que la dérive woke est dangereuse en France ? Tous ces événements-là, on est encore à dire, bon bah... Vous voyez, il donne un exemple, il dit, vous voyez, tous ces événements-là. Oui, un événement, quoi. En fait, on ne sait pas, est-ce que ça existe, on ne sait pas. Nora Bussini, votre livre, vous auriez pu l'intituler « Le wokisme existe, je l'ai rencontré ». Peut-être pas. J'avais voulu justement ne pas mettre le terme woke dans le titre. C'est moi qui l'ai demandé à mes éditeurs qui ont respecté ça. Justement, comme le dit Pierre Valentin, je trouve que c'est un mot qu'aujourd'hui qui est galvaudé, que déjà les militants, moi j'appelle ça plutôt des militants extrémistes, progressistes. Alors déjà, elle introduit la notion de progressisme dans sa définition, c'est très bien, extrémiste. Vous voyez l'usage du mot extrémiste. Ce sont des militants. Le truc le plus extrême qu'ils peuvent faire sur Internet, le plus extrême, c'est d'appeler à cancel quelqu'un. Et encore, déjà, non seulement c'est complètement inefficace, absolument personne n'est cancel, même des hommes qui sont accusés pour viol par plusieurs femmes ne sont pas cancel. Et elle appelle ça un extrémisme. Vous voyez comment il y a une orientation du coup du débat qui est quand même assez inquiétante de leur part. Néanmoins, elle introduit la notion de progressisme. C'est exactement ce que je vous disais. Moi, je trouve qu'ils font la confusion profonde entre wokisme et progressisme. Bon, voilà, on peut au moins lui accorder ça. Et c'est pour ça que je ne voulais pas employer ce terme-là, parce qu'il est galvaudé. Eux-mêmes s'en moquent, ne l'utilisent plus pour se qualifier. Je crois que si je ne me trompe pas, initialement, c'était utilisé par ces militants aux États-Unis. Et ce n'était pas du tout dans une volonté d'ironiser ça. Aujourd'hui, pas du tout. C'est pour ça que je ne l'aurais pas intitulé peut-être comme ça. Mais en tout cas, je me suis confrontée à ces militants. Qu'est-ce que vous avez vu alors ? Comment vous décrirez ce militantisme que vous avez rencontré ? Séparatiste, ségrégationniste, puisque moi, j'ai été engagée pour... Non, mais vous vous rendez compte, les mots utilisés, quoi. On peut accorder un point à Eugénie Bastier et au Figaro, c'est que avec ce genre de plateau, ils appellent au débat. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà vu, et ça moi je les en remercie, aucune de mes vidéos n'a été claim, alors que pourtant je reprends l'intégralité de leurs interviews. Donc c'est bien la preuve qu'ils cherchent aussi à créer une forme de débat. Mais il y a quand même un problème dans les termes utilisés, ségrégationniste. Enfin je veux dire, des lois de... Déjà... La ségrégation raciale, c'est un mot que moi j'emploie parfois, peut-être à tort d'ailleurs, il faudrait que j'y réfléchisse, pour parler par exemple de la façon dont notre système, notre État fonctionne pour du coup continuer à laisser la pauvreté en dehors des quartiers, des beaux quartiers, etc. Mais la ségrégation raciale, vous savez à quoi ça fait référence ? Ségrégation raciale, ça fait référence à l'histoire des États-Unis, avec la guerre de sécession, post-guerre de sécession, la lutte pour les droits des populations afro-américaines, ça fait référence à l'apartheid. Je veux dire, ségrégationniste. C'est littéralement dans ces courants-là qu'on retrouve de tout, qu'on retrouve des hommes, des femmes, des cis, des trans, des hétéros, des homosexuels, des pans, des bi, des blancs, des noirs, des musulmans, des catholiques, des juifs, des athées, etc. C'est dans ces milieux-là, justement, où on voit le moins de ségrégation. On appelle ça un mouvement ségrégationniste. Mais c'est inquiétant de dire une chose comme ça. Trier des blancs dans une manifestation de près de 40 000 personnes à Paris. Donc, la Pride radicale. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être à ceux qui nous regardent ce que c'est que cette Pride radicale ? Oui, alors c'est une Pride qui a été lancée en 2021 et qui déjà à l'époque avait rencontré un petit succès parce qu'il y a eu plus de 20 000 personnes pour son premier lancement. Oh là 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 là, il y a eu une Pride radicale en France avec 20 000 personnes, fuyez. C'est en fait une Pride qui venait critiquer la marche des fiertés, donc la Pride habituelle qui se tient à Paris parce qu'elle a été jugée beaucoup trop capitaliste. Donc c'est une Pride qui se veut anticapitaliste, qui vient défendre toutes les discriminations. On parle aussi bien des personnes issues de l'immigration, des personnes transgenres, LGBTQIA+. Voilà, c'était toute une Pride qui est donc plus extrême dans le principe. Et donc moi j'ai été engagée. Et donc en fait l'idée de cette Pride, c'est de ne pas faire marcher, puisque vraisemblablement elle ne donne pas les infos, les hommes blancs à l'avant du cortège. Voilà. C'est de se dire, en fait, on va choisir dans notre Pride d'essayer de représenter les minorités en priorité. On veut que ce soit elles qui soient visibles. C'est l'idée de cette Pride. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec ça. Moi, en l'occurrence, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'exposition médiatique pour différentes minorités en France. Mais il n'y a rien de catastrophique. Hein. Ils n'ont pas commis d'attentat. Ils n'ont pas menacé de tuer qui que ce soit. Il n'y a rien de ségrégationniste à ça. Hein. Pas seulement participante, en fait j'ai voulu rejoindre l'organisation. Donc en fait cette année-là, en 2022, il y avait quand même 40 000 personnes qui étaient annoncées. Je crois que c'est effectivement les scores qui ont été atteints. Et donc moi, comme je suis française, mais j'ai quelqu'un de ma famille, j'ai une partie de ma famille qui vient du Maroc, donc je suis dite racisée, j'ai eu le droit d'être engagée au service d'ordre pour pouvoir faire respecter la non-mixité. Donc faire respecter la non-mixité, qu'est-ce que c'est ? C'est trier les gens selon leur couleur de peau, puisque les blancs n'avaient pas à être mélangés avec les personnes que l'on qualifie de racisées. Oui, ils voulaient faire des cortèges pour pouvoir représenter de façon visible les différentes minorités, pour que les gens les voient.
pour qu'en plus de ça, quand il y a des personnes qui viennent les interviewer, il puisse y avoir des revendications politiques communes. Ça fait partie des choses qui sont assez classiques, hein, les réunions en non-mixité, ça existe, ça a toujours existé. La réunion en non-mixité la plus courante et la plus problématique que je connaisse, c'est le CAC 40, d'accord, hein, vous avez quasiment que des hommes blancs. Je veux dire, on pourrait aller jusque-là, vous voyez ce que je veux dire, on pourrait user de la même mauvaise foi qu'eux. Le CAC 40 est une organisation ségrégationniste, voilà. Vous voyez, on pourrait user des mêmes sophismes, en fait, pour aller ensuite sur notre terrain de gauche. Ça va pas, c'est pas un bon argument. Donc mon travail à moi était dès que je vois une personne blanche, je la sépare pour qu'elle aille à l'arrière du cortège. Et après, j'ai dû faire respecter une mixité intra-racisée, puisqu'il fallait que les personnes noires soient devant et les personnes maghrébines après. Effectivement, c'est un exemple, j'allais dire, chimiquement pur de ce qu'on pourrait appeler wokisme. Samuel Fitoussi, est-ce que pour vous, la définition du wokisme comme juste un progressisme qui se radicalise, elle est suffisante ou vous la donnez une différente? Ils auraient dit la même chose des femmes qui ont lutté pour avoir accès à l'avortement, qui étaient obligées pour se faire entendre d'organiser des manifestations, d'être un peu brillants. Ils auraient traité ça d'extrémisme probablement aussi. Que le mot wokisme est très important dans le débat public parce qu'il permet de nommer certains militants autrement que par les étiquettes vertueuses dont ils se parent. Donc on peut peut-être nier que le wokisme est une philosophie cohérente, mais on ne peut pas nier qu'il y a un ensemble d'idées qui ont envahi les sociétés occidentales ces 5-10 dernières années. Ces idées, on peut en nommer quelques-unes. Par exemple, l'idée qu'on peut on peut être biologiquement un homme mais se sentir au fond une femme ou vice-versa. Non, mais ça, en fait, c'est pas qu'une idée, Samuel. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé comme toi pendant longtemps. Et c'est pour ça que j'ai milité dans le mauvais sens pendant longtemps sur cette chaîne. Et je suis très content d'avoir fait la démarche inverse, d'avoir ouvert les yeux et d'avoir lu des trucs. C'est pas juste une idée. C'est aussi un sujet d'étude. C'est un sujet d'étude qui est étudié pas exclusivement par les woke, ne l'en déplaise, mais également en psychologie sociale, en psychologie, en psychiatrie, même si vous savez que la majorité des personnes trans militent pour que la transidentité ne soit pas psychiatrisée, en sociologie, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas uniquement une idée, c'est pas juste un truc qu'on a mis sur Internet pour essayer de s'en convaincre. C'est probablement parce que derrière, du coup, tout ce que ces personnes peuvent traverser par rapport aux questionnements qu'ils ont par rapport à leur genre, il y a des questions qui sont des questions qui vont au-delà juste de l'idéalisme, qui représentent une réalité matérielle de ce qu'ils vivent. Et ça, il faut pas le nier, il faut arrêter de le nier. Je l'ai nié pendant longtemps, c'était une énorme erreur, je me suis vraiment égaré dans mon militantisme à cause de certaines choses, je vais pas revenir dessus dans cette vidéo, je me suis tellement exprimé là-dessus par le passé, je veux plus jamais rien avoir à faire avec ces groupes militantes-là. Mais en attendant, voilà, il faudrait quand même penser à ne pas renier la réalité matérielle de ces personnes. L'idée que les différences comportementales et tempéramentales entre les hommes et les femmes sont toutes construites par la société. Alors là, en revanche, personne ne dit ça. Là, c'est un homme de paille. Je ne connais personne qui dise qu'il n'y a pas de différence, la moindre différence entre les hommes et les femmes, qui ne soit pas une différence d'origine sociale. Je ne sais pas qui dit ça. Je ne sais pas qui dit ça. Parce que c'est idiot. Mais l'inverse est aussi complètement profondément stupide. Dire qu'il n'y a pas une influence profonde de la société sur les comportements intrinsèques que vont adopter la majorité des hommes et des femmes, sous la forme d'injonctions, sous la forme de stéréotypes, est tout aussi stupide. C'est ça qu'on dit, en fait. Évidemment qu'il y a les deux qui se mêlent. L'idée que les institutions et les films doivent représenter proportionnellement tous les groupes qui composent la société, groupes définis selon certains déterminismes identitaires, et qu'il faut mettre en place beaucoup de discrimination positive sur des critères ethniques pour arriver à cette représentation proportionnelle. Et ils auraient dit la même chose quand TF1 avait mis Harry Roselmack en avant, jusqu'à ce qu'on découvre que c'était un excellent journaliste. Ils auraient dit la même chose. Là, il fait référence à quoi? Il fait référence au fait qu'aux États-Unis, si vous voulez prétendre à pouvoir gagner un Oscar, vous avez un cahier des charges qu'il va falloir cocher. Vous devez avoir tant de minorités représentées à l'écran, vous ne pouvez pas représenter certaines scènes de sexe de certaines façons, etc. Donc ça concerne les films qui veulent obtenir des récompenses aux Oscars. Mais le cinéma, en général, mais qui viennent pas nous dire que le cinéma a pour objectif, ambition, comme le cinéma en tant qu'entité générale, de représenter les minorités à l'écran en Occident. C'est complètement faux. Mais regardez les affiches qui sont actuellement devant vos cinémas chez vous. On a toujours les mêmes acteurs, issus de toujours ce petit microcosme en fondant, c'est les acteurs Canal qu'on voit absolument partout. N'allez pas nous dire que le cinéma est gangréné par le wokisme. C'est faux. Là, il se met une petite lorgnette en disant « Regardez aux Oscars !» Ils imposent du coup des critères que lui estime être des critères woke, donc le cinéma, nanana. Mais non, enfin. Et pas seulement des idées, mais aussi des événements comme ce que Nora vient de décrire, les réunions en non-mixité, etc. Donc cette réalité, on ne peut pas nier qu'elle existe.
et pour la décrire, parce qu'on ne peut pas aussi nier qu'il y a une corrélation sociologique dans les thèses que j'ai décrites. Quand on adhère à l'idée, par exemple, qu'on peut être un homme mais être au fond une femme ou vice-versa, il y a quand même des grandes chances qu'on adhère aussi à l'idée qu'il faut représenter proportionnellement tous les groupes qui composent la société. Donc le wokisme, si ce n'est pas une philosophie cohérente, c'est au moins une réalité sociologique. Et si on n'utilise pas le terme wokisme, alors on est obligé de décrire ces militants de la manière dont ils se définissent, c'est-à-dire militants antiracistes, militants féministes. Et quand on est sur un plateau télé à débattre contre une militante féministe... Mais en même temps, vous voyez, en fait, à pervertir du coup les définitions, en voulant nommer autrement la façon dont ils se nomment, vous pervertissez du coup à la fois leur combat et à la fois leurs propos, leurs pensées. Parce que si pour vous, c'est la même chose de militer contre le racisme que de militer pour le féminisme, si pour vous tout ça c'est woke, en fait vous n'avez pas du tout compris. Vous n'avez pas du tout compris ce qu'on comprend de ce qu'est la lutte contre le racisme, ce qu'on comprend de ce qu'est la lutte contre la misogynie, contre le sexisme. En fait, ils viennent pervertir littéralement nos luttes en voulant apposer leurs propres étiquettes, parce qu'ils disent oui mais du coup ils se définissent avec des étiquettes vertueuses eux-mêmes. Mais en fait, c'est même pas une question d'être vertueux. Dire je suis militant antiraciste n'est ni vertueux ni anti-vertueux. Pour un militant de gauche antiraciste, c'est très vertueux. Pour un militant de droite, il va voir ça d'un très mauvais œil. Tout ça va dépendre d'une subjectivité. Alors évidemment qu'à mes yeux, les militants antiracistes sont des héros et des héroïnes. Je veux dire, à l'évidence. Mais en fait, du coup, voilà. On va créer une étiquette. Comme ça, eux, ils pourront plus utiliser des termes qui leur permettent de se mettre en avant. Et puis, on va dire que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la même lutte, quoi. En fait, lutter contre le racisme, c'est la même chose que lutter contre le sexisme. Hein. Enfin, mais moi, je ne peux pas militer contre le racisme. Je ne peux pas. Parce que je n'ai pas les connaissances, je n'ai absolument pas les connaissances fondamentales nécessaires pour me dire militant antiraciste. Ça m'est parfaitement impossible. Et de la même façon, je ne peux pas militer contre l'islamophobie. Je n'ai pas les compétences nécessaires pour le faire. Je n'ai pas le matériau de base intellectuel, j'ai pas le bagage culturel pour pouvoir le faire. Par contre, je peux militer contre le sexisme, parce que j'ai un bon bagage. Je ne suis pas le même militant woke que Wissam, par exemple, qui a une compréhension, une connaissance absolue des rapports de pouvoir et de domination qui peuvent exister entre différents groupes religieux. J'ai pas les mêmes connaissances que Wissam par rapport à ça. J'ai pas les mêmes connaissances que Paduring sur la compréhension des rapports de force qui peut exister entre la bourgeoisie et le prolétariat pour me dire militant marxiste, ou même militant de gauche. Et ça, c'est aussi une façon pour nous de montrer que on reste quand même relativement humble par rapport à toutes ces différentes luttes qui existent, et rappeler que, en fait, la lutte pour le progressisme, c'est une multiplicité de luttes. Si demain vous voulez militer, il y a probablement, parmi tout le panel de différentes façons de lutter pour le progressif, des choses dans lesquelles vous allez vous reconnaître, dans lesquelles vous allez être bon, parce que vous aurez eu un vécu physique, matériel de la situation, une compréhension des choses profondes que moi je n'aurais pas. À l'évidence, moi, une des raisons pour lesquelles je ne me dis pas féministe, c'est que je n'aurai jamais la compréhension de ce que c'est qu'être une femme. Je ne vais jamais vivre matériellement une discrimination de femme en tant qu'homme. Jamais je ne le vivrai. Donc moi, j'ai une compréhension théorique des bases du féminisme. En revanche, je comprends les rapports de hiérarchie et de domination entre les hommes et les femmes. Donc je peux me dire militant contre le sexisme. On tient en fait à ces différences-là. On tient à ces différences-là parce qu'on ne lutte pas de la même façon contre différentes discriminations, et il n'existe pas une lutte progressiste. Et eux, ils voudraient qu'on ne puisse plus se nommer parce que ça les ennuie que pour eux, ce soit des termes vertueux. Ils voudraient qu'on soit tous sous la dénomination de progressistes. Féministe ou un militant antiraciste, on a en fait déjà perdu le débat, parce qu'on est quoi, nous? On est anti-antiraciste, donc le terme woke est pertinent, il décrit une réalité peut-être pas philosophique mais sociologique, et je pense qu'il faut absolument se battre pour le conserver. Oui, d'ailleurs, il y a une tribune dans Le Monde en mai dernier qui s'est intitulée « L'anti-wokisme est infiniment plus menaçant que le dit-wokisme ». Je cite d'ailleurs les gens dans cette tribune qui disaient qu'il me paraît urgent d'alerter le public sur un fait massif, l'anti-wokisme, qui alimente d'innombrables tribunes, numéros spéciaux de journaux, émissions de télévision, et qui est littéralement devenu en France une affaire d'État, et infiniment plus puissant et menaçant aujourd'hui que le dit-wokisme auquel il prétend s'attaquer. L'anti-wokisme, c'est une menace aussi à prendre en considération. Non, mais je pense qu'il y a différents types d'anti-wokisme. Certains peut-être incarnent une menace. Attendez, l'anti-wokisme qui défend le Figaro. Donc, en fait, il faut pas qu'on laisse les luttes progressistes se nommer comme elles l'entendent. On va les mettre sous l'appellation de woke parce qu'on pense que c'est un danger. Mais attention, hein, l'anti-wokisme, il y a quand même différentes formes. Hein. C'est pas tout à fait pareil, hein, l'anti-wokisme. Hein. Ils savent très bien ce qu'il y a derrière cette question-là. Ils comprennent très bien que derrière la notion d'anti-wokisme, on pense à l'extrême droite, on pense aux ratonnades et compagnie. Et là, il est bien embêté. Là, d'un seul coup, il faut remettre de la nuance, là, finalement. Il y a plusieurs anti-wokismes. Hein. Oui. Il y a qu'un seul wokisme, il faut le savoir, ça. Hein. D'accord, militer contre le racisme, c'est exactement la même chose que limiter contre la grossophobie. Hein, Mais par contre, nous, les anti-wokistes, on a des nuances. Vous voyez, nous, on pense. Hein, nous, on réfléchit. On hiérarchise. Alors, nous, on hiérarchise
mais c'est la bonne hiérarchie, alors que eux ils hiérarchisent, mais c'est de la ségrégation. Non mais les gars, vous n'êtes pas sérieux, vous la voyez votre mauvaise foi. Les conservateurs universalistes en France, la panique morale, paradoxalement, est peut-être justement de l'autre côté. Et c'est nous qui avons la panique morale. j'entends beaucoup qu'on en fait trop avec le wokisme, mais le wokisme, c'est quand même un élément fondamental de la vie culturelle occidentale. C'est des idées qui ont déferlé ces dernières années dans nos institutions, dans nos universités, dans le secteur culturel, au César. Dans les universités, non. Il y avait une enquête qui avait été faite par l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur, et l'enquête a révélé que non, en fait, il n'y avait pas de dérive wokiste dans les universités. Non, il n'y avait pas des prières dans tous les couloirs de l'université. Quand bien même un jour, il y ait je sais pas, des musulmans dans une université qui prennent une salle pour aller prier. Mais où est le problème, en fait? Je veux dire, littéralement, où est le problème? Je comprends pas, en fait, en quoi ça vous pose problème. Dans les films qu'on regarde sur Netflix, c'est tout les films sur Netflix, hein. Le wokisme des films sur Netflix. C'est pas possible. Et Fast and Furious, là, au cinéma, c'est woke, ça, peut-être? L'imaginaire de notre époque. Ah bah oui, c'est woke, il y a une femme. Mais oui, il y a Michelle Rodriguez qui joue un personnage important. Elle a même des dialogues. Wokisme sur 20, hein. En train de changer, plein de croyances, la conscience d'elle-même de la civilisation occidentale. Il y a 10 ans, les Occidentaux n'avaient pas l'impression d'être structurellement racistes, structurellement... Non, mais c'est pas possible. Non, mais vous pouvez pas écouter ça, quoi. Enfin, je veux dire, littéralement, quand Jean-Marie Le Pen passe au deuxième tour, on est en 2002, les slogans scandés par les Blancs dans les manifestations, c'était première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Et il vient nous dire qu'on n'avait pas conscience d'une forme de racisme systémique il y a plus de 10 ans. Non, mais attendez, mais ça va. Biaisé contre les femmes et les minorités, ou en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui... Oh non, mais... Il y a 10 ans, on n'avait pas conscience qu'il y avait... Non, c'est juste qu'en fait, il y a 10 ans, vous les écoutiez pas, les féministes. Et c'est juste que depuis MeToo, vous n'avez plus le choix de les écouter maintenant. Vous êtes obligés d'écouter les femmes maintenant. Je sais, c'est pas agréable. Hein, on s'en passerait bien, nous les hommes, hein, d'où on va écouter les femmes. Maintenant, on est obligé de les écouter. Cette phrase est ironique, hein, la sortez pas de son contexte, s'il vous plaît. L'homme occidental, l'homme avec un grand H, a changé de perspective. L'homme occidental, mais qu'est-ce que ça veut dire l'homme occidental? Samuel, réveille-toi, ça veut dire quoi l'homme occidental? Les Albanais, les Kazakhs, qui sont en majorité musulmane, c'est le même homme occidental que les Juifs ashkénazes de la Pologne, c'est les mêmes hommes occidentaux que je sais pas, les Français athées. L'homme occidental, mais qu'est-ce que ça veut dire l'homme occidental, ma parole? Perception de lui-même. Donc c'est quand même un bouleversement selon moi majeur, et il est absolument normal que plusieurs essais par an paraissent sur le sujet. Oui, d'accord, enfin pas non plus 300 et pas non plus des articles absolument toutes les semaines par tous les éditorialistes de je sais pas qui, pas sur iTélé, pas sur BFM ou une fois par semaine. Enfin, je veux dire, là, vous êtes dans une sorte de réaction, de surréaction, quoi. L'inverse serait inquiétant. Mais est-ce que on n'a pas quand même affaire à un phénomène d'abord américain? C'est-à-dire que vous avez beaucoup lu d'auteurs américains. Dans votre livre, Samuel Fitoussi, il y a beaucoup d'exemples qui viennent de la production culturelle américaine. Est-ce qu'on n'a pas tendance à plaquer un phénomène américain en France, ou en France, ce serait quand même assez circonscrit, assez limité? D'accord, donc en fait, le racisme aux États-Unis, vous le voyez, il n'y a pas de problème, mais en France, vous ne le voyez pas. Très bien. C'était, je dirais, une des seules critiques de la note on Apple que j'avais faite il y a 2 ans, la seule qui revenait sur le fond, qui était de dire, vous décrivez là des réalités américaines, ne cherchez pas à les importer. Ce qui est généralement d'une hypocrisie folle, parce que l'importation de concepts américains vient d'abord de nos woke à nous. On voit notamment un grand nombre de concepts qui sont même plus traduits, qui restent au stade de concepts anglais. On voit woke-washing, qui veut dire donner l'impression d'être woke dans les discours, mais pas dans les faits. Mais qui dit woke-washing? Alors on dit greenwashing, on dit feminist washing, enfin effectivement, qui dit woke-washing? Vous dites woke-washing, vous? Qui permet de jouer à la pureté morale en disant regardez, telle entreprise qui a changé ses couleurs aux couleurs LGBT pendant le mois de juin n'est pas vraiment woke mais fait que du woke-washing, il faut qu'ils en fassent plus. Mansplaining, enfin énormément de concepts, on va pas tous les faire mais ils sont même plus traduits. Donc de ce point de vue-là, c'est clairement... Mais au mansplaining, quel rapport le mansplaining? Quel rapport avec le mansplaining? Et en quoi le mansplaining n'est pas problématique, monsieur Valentin? Vous avez une femme qui va vous expliquer par exemple que le parcours médical en France en gynécologie il est absolument infernal parce que l'endométriose est mal reconnue, et vous allez lui dire ouais non ça va quand même, on est en France. Oui bah en fait on se tait quoi. Quand on a une femme qui nous parle de son vécu de femme, on se tait. On fait effectivement pas de mansplaining. Américain. Par contre, on peut reprendre à notre compte l'analyse de Debré qui revenait à nous dire qu'on était une civilisation de plus en plus américanisée, qui a tendance à copier l'Amérique à tous les niveaux. Donc de ce point de vue-là, dire que quelque chose est américain, c'est de dire que c'est potentiellement français. C'est-à-dire qu'on a tendance à les suivre à tous les niveaux. On porte pour beaucoup des jeans autour du plateau. Ça veut rien dire ça. Hein. Enfin, culturellement, il y a une tendance lourde à l'américanisation qui date depuis le plan Marshall, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc de ce point de vue-là, ça veut juste dire qu'ils ont un peu d'avance. Oui, bon d'accord, et puis on pourrait dire que
les courants humanistes aux États-Unis qui ont beaucoup traversé les questions dans la guerre de sécession, dans les différents journaux, ça vient des courants des Lumières en France. Oui, bon, d'accord, bah oui, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que les pays, s'inspirent les uns les autres? Je sais pas, c'est une palissade. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a un modèle français capable de résister à ça? Ça, c'est une grande question. Et pour revenir ensuite sur l'idée que ce serait marginal en France, je pense que déjà, les Français regardent les séries Netflix dont nous parle Samuel Fitoussi. Les Français vont dans les facs de sociaux. Et alors, ils regardent les séries Netflix, donc ils deviennent woke? C'est parfaitement idiot de dire une chose pareille. Vous avez regardé un film de guerre, donc vous êtes devenu soldat. Enfin, je sais pas, vous regardez un film dans lequel il y a un viol, donc vous devenez un violeur. Vous voyez, c'est que certaines valeurs qu'ils craignent. En fait, oui, il y a des valeurs woke, donc on a peur que du coup ça déteigne sur machin. Enfin les spectateurs sont pas des imbéciles. Que Nora Bussini a infiltré. Les Français, en fait, découvrent ce jargon-là. Les Français subventionnent le planning familial qui explique qu'on peut avoir des hommes enceints. Donc, Oui, non mais d'accord, mais... la panique totale. Les Français financent le planning familial qui dit qu'il... Non, enfin, le planning familial, c'est avant tout... Alors effectivement, il parle de la question, effectivement, de la transidentité, mais c'est aussi avant tout une association qui fait un travail incroyable sur la sécurité affective, le droit au consentement, sur la contraception, etc. Enfin, je veux dire, le planning familial, c'est pas juste un organisme qui dit un homme peut être enceint. Non, mais je veux dire, on souffle. Et là, il fait référence à une iconographie qui est sortie il y a 1 an et demi, qui avait beaucoup fait parler. Enfin bref. Les Français découvrent cette réalité-là aussi, elle est croissante, et par ailleurs, un fait qui est souvent oublié, parce qu'on a tendance à regarder des sondages en disant, regardez, seuls X% de Français affirment que, et donc c'est très marginal, mais la question de la quantité est moins importante que celle de de l'influence des personnes converties. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages, notamment ceux qui avaient fait par l'IFOP... Vous voyez comment ils parlent, hein. Eux, c'est la résistance, les personnes converties, vous voyez, il y a un discours de secte, enfin, je veux dire, ça transpire dans les mots de vocabulaire qu'ils utilisent une sorte de haine contre ces courants progressistes. Hein. En 2021. Ceux qui adhèrent aux différentes thèses woke, donc sur le racisme systémique, sur la théorie du genre, etc., c'est des jeunes diplômés. La théorie du genre. Gender studies, tu veux dire? Ou en passe de le devenir. C'est-à-dire, pour parler très franchement, les futurs avocats de demain, les futurs journalistes, les personnes qui vont garnir les différents ministères, les personnes qui vont travailler dans différents laboratoires d'idées. Et donc, c'est la culture de demain, et déjà, on le voit assez largement, la culture d'aujourd'hui. Quand on suit les médias jeunes, et quand on suit l'évolution de la classe politique particulière. C'est là qu'on voit qu'ils n'ont rien compris au rapport de domination, justement. C'est là qu'on voit qu'ils n'ont absolument rien compris. En fait, tu auras beau mettre autant de militants progressistes dans des structures, tant que la structure reste intrinsèquement patriarcale, raciste, islamophobe, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que ça va changer? Tant que vous ne changez pas la structure, tant que vous n'aspirez pas à des changements structurels, et c'est pour ça que je pense qu'il faut être militant de gauche, bien évidemment. Tant que vous n'aspirez pas à ces changements structurels, l'effort individuel n'aura pas de répercussions structurelles sur le reste de la France. C'est là qu'ils n'ont pas compris le principe des rapports de domination. Le coup de l'homme providentiel, je sais pas s'ils pensent à Malcolm X ou à Martin Luther King qui vont avoir suffisamment d'influence pour pouvoir, je sais pas, infléchir sur un État. Mais ça, c'est une conception complètement anachronique. Eux, ils ont peur qu'un jour il y ait un avocat qui ait beaucoup de pouvoir, qui soit woke et qui dit bon, maintenant voilà, tout le monde est woke en France. Ça fonctionne pas comme ça. Le pouvoir d'un individu ne peut pas faire infléchir la société à lui tout seul. Les changements, c'est des changements beaucoup plus profonds, c'est des changements qui doivent être structurels, c'est des changements qui doivent être matériels. C'est pas que des changements idéalistes en fait. Il suffit pas de prolifération de certaines idées pour une modification de nos conditions de vie matérielles. C'est pas vrai ça. Particulièrement au sein de la NUPS, on voit déjà des... Prends ça la NUPS. Des signaux envoyés, des façons de parler, des façons de s'excuser pour pas grand-chose, des façons de communiquer, d'envoyer des signaux à cette base-là. Et donc, le sommet de la pyramide est en train de changer, si vous voulez, au niveau de la remplacement d'élite. Nora Bussini, vous, dans votre enquête, vous avez choisi d'infiltrer un certain nombre... Le grand remplacement par les woke. Aïe, 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 aïe. de lieux, la Pride radicale, Paris 8, mais aussi en région. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces lieux? Est-ce que vous avez eu du mal à trouver ou est-ce que finalement vous avez l'impression que en fait, cette idéologie, ces militants étaient déjà très présents, très nombreux en tout cas, ça n'a pas été très compliqué de les trouver quelque part? Non, parce que justement, en fait, j'ai aussi été aidée soutenue par d'autres militants. Ce sont des militants LGBT, ce sont des militants qui luttent contre le racisme et qui sont universalistes et qui même remarquent qu'il y a des extrêmes au sein même du militantisme que eux veulent. Sans blague, il y a des extrêmes dans les militantismes, sans blague. Évidemment qu'il y a des extrêmes dans les militantismes, vous n'apprenez rien. Mais les extrêmes doivent être pris pour ce qu'ils sont, à savoir des extrêmes, à savoir des cas particuliers. Que veulent pratiquer. Donc en fait, souvent, il me suffisait juste d'aller dans des groupes et j'avais des personnes qui m'envoyaient, qui me disaient regarde cet événement-là, nous, on ne peut pas y aller parce qu'on est homosexuel, mais on est blanc et on est cisgenre. Ou alors, tiens, tu devrais peut-être aller à cette manif, elle se tient à Dijon et normalement, elle est interdite aux mecs cisgenres. Donc aux personnes aux hommes qui sont
qui se sentent hommes et qui sont nés assignés hommes. Je pense que tu as des meilleures définitions plus efficaces que moi. Voilà, donc en fait, c'était plutôt simple parce que j'allais aussi sur les réseaux sociaux et que j'étais soutenue par d'autres militants aussi. C'est important et je voulais qu'ils figurent. Oui, vous en parlez d'ailleurs à de nombreuses reprises. Alors, il y a un phénomène aux États-Unis qu'on appelle go woke, go broke, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui ont en fait un backlash, un retour de bâton parce qu'elles ont été trop woke et justement elles sont punies par les consommateurs. On peut donner l'exemple de la bière Bud qui avait utilisé une influenceuse trans pour faire la publicité et qui a perdu, je crois, 25% de ses ventes. On peut citer aussi Disney. Mais du coup, c'est bien la preuve que le discours dominant aujourd'hui, Eugénie, c'est le discours anti-woke, c'est le discours contre le progressisme, c'est le discours anti-antiraciste. Ça l'embête de dire ça, Samuel Fitoussi, mais c'est pourtant la réalité. C'est bien la preuve que c'est vous qui êtes au pouvoir. Et si vous regardez cette vidéo en vous disant « non, on en a marre des woke, machin », mais je vous le dis, en fait, vous êtes juste conformiste, vous vous conformez à l'avis de la majorité. Il suffit de faire une publicité, je me rappelle très bien de ces publicités de Bud, il suffit de faire une publicité pour perdre 25%, de faire une perte sèche de 25%. C'est bien la preuve que le pouvoir actuellement, il n'est pas du tout du côté des woke. Qui a fait des très mauvais chiffres dans ses dernières fictions justement parce qu'elles ont été jugées trop woke. Alors est-ce qu'il n'y a pas influenceuse trans pour faire la publicité qui a perdu, je crois, 25% de ses ventes. On peut citer aussi Disney qui a fait des très mauvais chiffres dans ses dernières fictions justement. Mais c'est aberrant de dire une chose pareille, mais Disney ça a toujours été comme ça a toujours été en dents de scie, ils ont toujours connu des moments de crise Disney, et eux ils disent c'est parce que les films sont jugés trop woke. Et pourtant, Samuel Fitoussi, il cite dans son ouvrage, je l'ai lu, enfin en partie en diagonale, il dit oui, mais regardez, il y avait des grands classiques Disney comme La Reine des Neiges. Mais La Reine des Neiges, mais Elsa a été une sorte de figure du progressisme où sur Internet, il y avait des gens qui avaient inventé ce hashtag, qui avaient cartonné, disant donnez à Elsa une petite copine, qui avait été perçue comme un personnage lesbien en fait, comme une lesbienne. Enfin, je veux dire, mais ils sont déconnectés, ma parole. Parce qu'elles ont été jugées trop woke. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un retour de bâton, notamment dans les grandes marques, finalement Le problème, c'est que cette influenceuse, en l'occurrence, trans, pardon pour mes mots, elle est débile. Mais vraiment, c'est une honte, en fait. Je pense qu'aucune personne trans qui la connaît n'aimerait que ce soit elle qui les représente. Elle a décidé, au départ c'était des sketchs, c'est ce qu'elle expliquait sur une de ses chaînes, pendant le confinement, où elle caricaturait, puis en fait elle est devenue littéralement ce personnage. Je pense qu'elle est sincère, je pense qu'elle est vraiment femme trans, comme elle le dit, il n'y a aucun problème, je pense qu'elle est sincère, mais c'était parti au départ de sa part d'une forme de parodie, d'une forme de moquerie, et c'est une personne profondément idiote en fait. Donc moi je comprends aussi que voilà, je veux dire, vous voulez représenter, je sais pas, un modèle de la transidentité pour aider les familles dans tous les États-Unis à faire en sorte qu'ils ne mettent pas leurs gamins dans le placard et que leurs gamins ne se sentent pas honteux à l'idée un jour de faire leur outing, parce que c'est quand même leur coming out, parce que c'est quand même ça l'enjeu. L'enjeu d'essayer en fait de représenter, je sais pas, les trans, les homosexuels, les lesbiennes, les noirs, les musulmans, comme des personnes normales comme les autres, c'est qu'elles soient ensuite considérées comme normales, c'est quand même très bénéfique, mais choisir du coup ce type de personnes comme étant, je sais pas, une forme de porte-parole des personnes trans, c'est nul, c'est raté. C'est juste que Bud, en fait, il ne connaissait rien à la question trans, rien à rien. Ils ont tapé influenceur trans sur Internet, ils ont pris la première personne qui avait des abonnés sur les réseaux sociaux en se disant ça va passer. Mais moi, je suis même sûr que les communautés trans n'ont pas apprécié qu'on la prenne, elle, comme modèle. Le wokisme est en train de devenir non pas un atout pour se distinguer culturellement, mais au contraire, fait perdre des consommateurs. Moi, malheureusement, j'y crois pas trop. Parce que je pense qu'il y a une mécompréhension. T'y crois pas trop, mais tu le dis beaucoup dans ton ouvrage, Samuel, donc il faut préciser là. Moi, je me suis plongé dans l'industrie du cinéma sur les raisons pour lesquelles certains scénaristes font des films complètement woke. On peut croire que c'est parce que économiquement ils trouvent ça avantageux, parce que c'est ce que demande le public, etc. Et que quand ils vont se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il y a dans le public, ils vont changer. Mais en fait, la raison principale, c'est que ce sont des militants. C'est que ce sont des gens qui croient profondément à leur engagement, qui sont persuadés d'agir pour le bien, qui sont persuadés que nos sociétés sont systématiquement racistes, transphobes, homophobes, et qu'il faut combattre cet état de fait, et qu'ils ont un devoir moral d'agir. Donc Mon avis, Samuel, c'est que les scénaristes dont tu parles sont des mauvais scénaristes. C'est ça, à mon avis. Parce que tu peux tout à fait... Je sais pas, il y a tellement d'exemples, je sais même pas par où commencer, mais je sais pas, tu prends un film... Il faudrait que je trouve un film qui parle à tout le monde, parce que quand vous allez sur les chaînes de Vulvon et d'Antoine, je pense que les gens ont quand même... Orange Mécanique, voilà, un film qui parle Orange Mécanique, un film qui parle à tout le monde. Un film
qui vraiment va te mettre mal à l'aise par rapport à ta morale. Le film qui n'a absolument rien de woke, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui fait preuve d'une grande ambiguïté morale, c'est un chef-d'œuvre. Et si les scénaristes pensent en fait que ça va être une valeur ajoutée de rajouter du wokisme dans leur scénario, je suis catastrophé de dire ça, c'est très prétentieux de ma part, mais ils n'ont rien compris à l'essence du cinéma. Rien. Vous pouvez faire un excellent film qui soit progressiste, vous pouvez faire un excellent film qui soit extrêmement rétrograde, vous pouvez faire un excellent film qui soit un film raciste, vous pouvez faire un très mauvais film qui dénonce l'antiracisme, il y en a eu, hein, des trucs pétri de bons sentiments. Vous pouvez essayer de faire un film de gauche qui prétend dénoncer des réalités sociales qui soient complètement catastrophiques et au contraire faire des films de droite qui mettent en avant la figure du self-made qui soient très bons. Ça dépend pas de ça, la qualité d'un scénario. Et si c'est ça qu'ils ont en tête, si ce qu'ils se disent c'est que ah bah oui mais voilà, en plus je vais rajouter un peu de progressisme parce que ça va rendre le scénario un peu plus fort, ils ont juste rien compris. Et c'est des mauvais scénaristes. Et d'une façon générale, bah, on n'a pas tant de bons films que ça qui sortent chaque semaine. On n'en a pas tant que ça. Il y en a toujours, hein. Mais il n'y en a pas tant que ça. Parce que soit il se repose sur une forme d'écriture un petit peu stéréotypée, avec le grand cahier des charges classique du scénariste qu'on connaît tous, les personnes qui écrivent savent exactement de quoi je parle, très inspiré du retour du héros et compagnie. Si jamais ils se disent, voilà, il faut que j'écrive un peu en écriture automatique ce genre de truc, et puis je vais simplement changer le nom du héros, le nom du lieu, et puis l'objet de la quête, bon, bah, c'est des trucs qu'on va avoir revus. S'il n'y a pas, je sais pas, s'il y a pas un truc, s'il essaye pas de se dire, bah, je vais essayer quand même de mettre un peu du mien là-dedans. Je vais essayer quand même de mettre quelque chose qui n'ait pas déjà été dit, ou alors peut-être de le raconter d'une façon différente, avec un œil différent, ou alors s'ils se disent bah on va mettre du wokisme pour, bon bah c'est cata quoi, et ils produisent des scénarios qui sont catastrophiques, qui n'ont pas grand intérêt, qui sont ensuite repris par des yes man qui n'ont pas très très bien compris l'intérêt d'avoir une caméra comme un outil, qui vont juste poser et ça donne des mauvais films quoi, ça donne des films sans intérêt. Ça dépend pas du message idéologique. Il y a des films qui ont des messages idéologiques avec lesquels je suis en accord, qui sont très mauvais. Il y a des messages qui ont des films qui ont des messages idéologiques avec lesquels je suis en désaccord, qui sont très bons. Économique, ils sont prêts à en accepter. Par ailleurs, je suis pas optimiste sur la façon dont le public continuera à recevoir ces œuvres woke, parce que la jeunesse, comme l'a dit Pierre, devient de plus en plus woke, donc adhère à toutes ces thèses. Non, mais vraiment, la jeunesse devient woke. Moi, mes étudiants, ils ont tous 20 ans. Bon, vous direz que c'est la jeunesse. Oh la vache, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu hein, qui sont sensibles à ces questions-là. Et même, je vais vous dire politiquement, la quasi-totalité de mes élèves, j'en ai quand même 250. Ils le disent, hein, je connais rien à la politique, je vote comme mes parents votent. Je ne sais pas d'où il entend que la jeunesse serait révoltée, serait survoltée, serait woke. Et puis d'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec certains amis, hein, enseignants en lycée ou en collège, en lycée d'ailleurs surtout. Ah bah non, plus qu'en lycée maintenant, ils sont plus en collège, mais c'est exactement la même chose. Hein. Ils n'ont aucune conscience, ne serait-ce que féministe. Enfin, je veux dire, j'ai ma meilleure amie Eva qui est obligée d'expliquer parfois ce que c'est que le féminisme et expliquer ce qui est féministe et ce qui n'est pas féministe dans une œuvre, parce qu'ils n'y connaissent rien. De quoi ils parlent là? Et de plus en plus n'aura pas connu le monde d'avant le wokisme, les œuvres complètement affranchies des commandements idéologiques. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a plus d'œuvres qui s'affranchissent de courants idéologiques aujourd'hui, Samuel? T'es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Il y a plus d'œuvres qui viennent essayer de nous titiller dans notre morale aujourd'hui? Mais ma parole, soit il n'a pas vu assez de films, soit c'est juste de la mauvaise foi. Donc pour eux, ce sera une nouvelle norme et sans doute ils les apprécieront. Et par ailleurs, on voit récemment que le film Barbie, certains ont essayé d'en faire un film conservateur anti-woke, moi j'adhère pas à cette analyse. C'est un des plus grands succès de tous les temps au box-office mondial. Il cartonne et des centaines de millions de personnes sont allées le voir. Et pour vous, c'est un film woke. Et pour moi, j'ai vu beaucoup de films woke, et pour moi, c'est un des films les plus woke que j'ai jamais vu parce que il y a quasiment aucune ligne de dialogue sans message idéologique derrière. Ouais. Donc mais j'ai Oui, c'est ce qui fait que Barbie c'est très sympa, vraiment. Alors vous pensez bien que je suis pas allé le voir au cinéma, mais j'ai été agréablement surpris de ce que j'ai vu. Je vais pas dire que j'ai aimé Barbie parce que c'est absolument pas le cas, mais bon voilà, agréablement surpris malgré tout de ce que j'ai vu. C'est vraiment loin de la catastrophe que j'avais envisagée. Oui, un des trucs qui m'a crispé dans Barbie, c'est ça. C'est le fait d'asséner un message contre le patriarcat qui est un message assez pauvre en plus de ça, qui manque réellement de réflexion, qui manque réellement de recul. Mais bon, bah voilà, enfin, je veux dire, oui, enfin, il parle de Barbie, mais on s'en fiche de Barbie, en fait. Enfin, Barbie a été un objet culturel, du coup, l'année dernière, enfin, cette année, non ? Barbie, ça n'existera pas. Barbie n'est jamais un film qui sera amené à être étudié dans une université. Enfin, c'est un film qui répond juste au cahier des charges de son époque, qui du coup, pour moi, à mes yeux, est complètement oubliable. Il passe même à côté de la plaque au niveau de la critique du patriarcat. Pour moi, il passe complètement à côté de la plaque. Je vous en ai pas parlé, j'aurais pu pour surfer sur la vague, mais je n'avais pas trop l'intérêt de le faire. Et bon, voilà.
C'est pas un objet qui représente aujourd'hui la façon dont le cinéma est en train d'évoluer. Il faudrait arrêter de raconter n'importe quoi. Et vous prenez Oppenheimer qui était sorti en même temps, il y avait une guerre entre les deux. J'ai aussi vu Oppenheimer que je trouvais pas mal, voilà. Pas plus emballé que ça non plus. Il n'y a pas de réflexion idéologique derrière. On peut pas dire que le film ne soit pas politique. Pour autant, bien évidemment, il est écrit par Christopher Nolan. Mais je veux dire, c'est pas un film qui promeut une idéologie. Et Oppenheimer a cartonné également. Donc en fait, on peut pas prendre l'exemple qui nous arrange pour essayer de marquer son point et de pas prendre un autre exemple qui pour le coup est un exemple qui arrive exactement au même moment que la sortie du film Barbie et choisir de ne pas vouloir l'analyser parce que ça répondrait pas, parce que ça n'apporterait pas, ça n'arriverait pas à la même conclusion. C'est malhonnête. Vraiment aimé le film, j'ai vraiment aimé ma séance parce que c'était fascinant à analyser d'un point de vue culturel, d'un point de vue idéologique. Donc j'ai vraiment passé une bonne séance, mais effectivement, c'est un film complètement woke. On pourrait en parler une heure, mais la thèse défendue dans le film, c'est que nos sociétés sont patriarcales, ce qui est une thèse éminemment contestable. J'essaie d'ailleurs de le démontrer dans le livre. Contestable qu'on ne vit pas dans une société patriarcale. Alors là, j'attends les vrais arguments. J'attends les chiffres, j'attends les données. Autre chose que ton ressenti, Sam. Pierre Valentin, vous ne croyez pas non plus au go broke Je pense que ça se vérifie dans les grandes largeurs. Je pense qu'il y a quelques exceptions. C'est vrai que Barbie m'a étonné de ce point de vue-là en termes de succès quantitatif. Je pense que quand même, on a vu Netflix. Ça vous a surpris vraiment que tous les parents du monde qui ont eu des Barbie quand ils étaient enfants emmènent leurs enfants pour voir le film? Ça vous a vraiment surpris? Vous êtes étonné de ça? Vous êtes surpris? Avec des mots voilés, mais quand même faire marche arrière et au moins en 10 ans, je ne sais pas si ce sera suivi de faits, mais en 10 ans, dans une lettre ouverte, enfin interne à ses employés, maintenant vous allez devoir faire des films avec lesquels vous ne serez pas forcément d'accord. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez prendre la porte et on va appliquer cette nouvelle norme en interne. On a vu, par exemple... Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est tout l'inverse qui s'est passé. J'ai peut-être mal compris ses propos. Si j'ai mal compris, excusez-moi, ça fait déjà 45 minutes de vidéo, je suis désolé, on va essayer de faire moins d'une heure. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait des militants woke au sein de Netflix qui disaient on refuse que vous laissiez le spectacle de Dave Chappelle ou de Ricky Gervais, c'est pas assez woke à notre goût. Et Netflix leur a dit en fait maintenant ça suffit. Maintenant si vous n'êtes pas en accord avec nous, vous démissionnez. C'est ça qui s'est passé, c'est pas l'inverse. Ils ont pas dit vous allez devoir faire encore plus woke, on vous l'impose. J'espère que c'est pas ça qu'il a dit. Par exemple, le géant du jeu vidéo EA annonçait peu après la débâcle Disney que eux ne prendraient pas position sur les questions sociétales. Et ça, je trouve que c'est un marqueur faible assez intéressant. On sent que certains ont trempé l'orteil dans le feu et ensuite ils disent bon, nous, chat échaudé craint l'eau et on n'ira pas là-dedans. Donc je pense qu'il y a de ce point de vue-là. Chat échaudé craint l'eau, mais Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouais, j'arriverai à la placer correctement cette expression une fois. Je sais pas pourquoi je l'ai mise ici, mais chat échaudé craint l'eau, en tout cas, écoutez, oui, pourquoi pas. Un phénomène dissuasif qui peut marcher, qui peut augurer, mais c'est encore un peu tôt pour le dire, un renversement de bascule, enfin une bascule sur cette question. Alors réponds-moi, Monsieur Valentin là. Est-ce que le premier Alien, Suite 79 de Ridley Scott, est un film woke? Parce que c'est une femme qui incarne le personnage principal. Et que le personnage a été écrit pour que ce soit un homme à la base. Alors, c'est woke? Déjà la dérive woke en 79? Ridley Scott, le grand woke. Le woke parmi les woke. Quoique dans Duel, il y a 10 messages féministes dans le dernier Duel. Bon, Ridley Scott, quoi. Je pense que... J'ai une théorie sur Ridley Scott. Vous savez malheureusement que son frère a mis fin à ses jours. Tony Scott, il y a une dizaine d'années. J'ai une théorie. C'est qu'en réalité, c'est Ridley Scott qui a sauté du pont et c'est Tony Scott qui a pris la place de Ridley Scott. Parce que vraiment, ça n'a plus aucun sens, les films de Ridley Scott. Par ailleurs... ce qui complique un peu l'analyse, c'est que le cinéma français notamment vit dans un monde de subventions, vit dans un monde où la pression... Non, mais c'est pas vrai, ils vont pas repartir. Là, je vous renvoie vers la chaîne de Game Focus qui débunk ces trucs-là. Allez voir Game Focus, il en parle assez souvent. Du consommateur et du public qui est plus faible, voire dans certains cas non existante. Et donc il n'y a pas de sanction libérale, entre guillemets, de pression libérale d'offre et de demande pour faire faiblir. Mais justement, je voudrais qu'on aborde plus précisément cette question de la culture, parce que c'est le sujet de votre livre Woke Fiction, je ne sais pas comment on dit, qui est vraiment admirable. Je le recommande vraiment à nos téléspectateurs parce qu'il est fourmi d'exemples et c'est une analyse magistrale de comment cette idéologie woke infiltre le monde. Allez voir la vidéo d'Antoine, parce qu'à un moment donné, il cite 15 films français, 8 films français de 2023, et sur les 8 films qu'il cite, il y en a 2 qui sont pas sortis en 2023, il y en a un qui est un film belge, il y en a qui disent l'inverse de ce qu'il prétend qu'il dit. Allez voir les vidéos d'Antoine Goya quand même, vous avez fourmi d'exemples, oui, mais bon, pas les bons exemples, quoi. Le monde de la culture, nos représentations, nos imaginaires. Et voyez le sous-titre, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Mais s'il pense qu'une œuvre de fiction n'est pas influencée par une vision idéologique ou politique, mais qu'est-ce qu'ils ont compris de l'art, en fait? Mais évidemment qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, sort
je sais pas, dans un contexte particulier, a été produit par une personne qui lui aussi a vécu dans une société particulière, parce qu'on vit tous dans une saucisse, a été produit dans un contexte particulier, bien évidemment qu'il y a une part d'idéologie dans n'importe quelle œuvre, même une œuvre qui se voudrait parfaitement neutre, ne peut pas prétendre une neutralité absolue. Enfin, évidemment que les courants sociaux, que le contexte d'une époque influent sur l'art. À chaque fois que l'art s'est révolutionné, à chaque fois qu'il y a eu, je pense à la peinture qui est un des rares arts sur lesquels j'ai un petit peu de culture avec le cinéma, quand on regarde les grandes influences, les grands changements brutaux culturels qui ont amené des nouvelles périodes, des nouvelles façons de peindre, évidemment que c'est influencé par les courants sociaux, par les grottes sociales, par l'évolution de la société. Mais évidemment, comment peut-on penser que, je sais pas, l'apparition, le développement soudain de l'industrialisation en Europe n'aurait pas eu d'effet sur l'art? Évidemment que ça a un effet sur l'art. Je comprends pas, mais bien évidemment qu'il y a de l'idéologie dans une œuvre, enfin l'idéologie qui a forcément une subjectivité dans une œuvre d'art. En fait, finalement, modèle le monde de demain, puisque ces représentations ont un impact. Et alors, vous dites une phrase au début de votre livre que je trouve très intéressante. Vous dites, quand on parle de cancel culture, on passe sans doute à côté de l'essentiel. Le problème aujourd'hui n'est pas ce qui est annulé, mais ce qui n'est plus produit. Alors déjà, qu'est-ce qui a été annulé récemment? Qu'est-ce qui n'est pas produit parce que ce serait trop beau? Dites-moi, qu'est-ce qui est annulé? Parce que autant n'emporte le vent, ça n'a jamais été annulé, contrairement à ce qu'ils ont dit partout. C'est simplement qu'ils avaient voulu placer un petit carton, un petit encart au départ pour recontextualiser l'œuvre. Qu'est-ce qui est annulé concrètement? Puis la cancel culture, excusez-moi, mais qui utilise la censure? Qui utilise la censure en permanence actuellement en France parce que, vous comprenez, ça respecte pas les mœurs, machin, dans le jeu vidéo, il y a des scènes de sexe et c'est pas interdit aux enfants. Qui utilise les mécanismes de la censure en fait? La gauche ou la droite? C'est intéressant parce que c'est pas seulement la censure. Parce que la grande différence, c'est que la cancel culture, quand elle vient de la droite, elle vient justement sur des positionnements idéologiques. Quand à gauche, on essaye, je sais pas, d'alerter sur les comportements de quelqu'un, ça vient parce qu'il y a un comportement qui a violé la loi. C'est quand même deux raisons différentes pour lesquelles on se révolte en fait. Des œuvres actuelles, mais aussi ce qu'on ne produit plus, c'est-à-dire les films qui ne pourraient plus exister aujourd'hui. Alors, pour approfondir ce sujet, je vous ai préparé un petit jeu. Je vais vous montrer des films et vous allez me dire si ces films-là pourraient être produits selon les standards woke d'aujourd'hui. Alors, le premier, c'est celui-là, bien sûr, Autant on emporte le vent. Alors, c'est facile. Ça, évidemment, non. D'ailleurs, il est déprogrammé de plusieurs plateformes HBO. Oui. Non, c'est pas vrai, il n'a pas été déprogrammé, Samuel. Il avait retiré de la plateforme le temps que des universitaires travaillent sur un texte pour pouvoir recontextualiser l'œuvre. Ils sont très sincèrement en train de nous dire qu'on pourrait plus faire Autant on emporte le vent aujourd'hui. Ils sont réellement en train de nous dire ça. Et quand il ne l'est pas, il y a des avertissements, des trigger warnings qui sont affichés avant. Donc évidemment non. C'est pas un film qui légitime l'esclavage. Oui, c'est tout à fait. Ensuite, évidemment, Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un remake qui est en train d'être produit, qui va sortir l'année prochaine. Ils ont choisi de ne pas prendre de nains, parce que ça aurait été une oppression contre les nains, et de remplacer les nains. Oui, d'accord, bon, c'est très idiot aussi, moi je suis d'accord pour dire que c'est idiot, mais surtout en fait c'est le principe d'un remake, quoi. Un remake, c'est adapté avec des standards de l'époque, avec les technologies les plus actuelles pour rendre le film plus accessible, etc. Le principe d'un remake, quoi, je veux dire, on va pas revenir là-dessus, quoi, enfin... Oui, c'est un remake, quoi. C'est un remake, ok, super. Hit, c'est un remake, vous voyez, Hit de Michael Mann, c'est un remake d'un téléfilm. Et du coup, ça dit pas la même chose que le téléfilm. Ma parole... par des créatures magiques, mais suite à cette décision, des nains se sont indignés parce qu'ils disent au nom de notre bien-être, vous supprimez 7 rôles auxquels on aurait pu prétendre alors qu'il y a déjà si peu de rôles au cinéma auxquels on peut prétendre, c'est vraiment dommage. Donc on voit que... C'est 7 rôles d'un coup en plus. 7 rôles d'un coup. Donc on voit qu'il y a quelques bugs qui commencent à apparaître dans la matrice woke, mais surtout avec Blanche-Neige, le plus significatif, je pense, c'est que ces dernières années, il y a une vraie tendance, surtout à Hollywood, pas encore en France, même si un peu peut-être, qui est la disparition de l'amour et dans les intrigues, et surtout de l'amour hétérosexuel, parce que... La disparition de l'amour hétérosexuel dans les films Disney, non mais... Je sais pas, exemple Samuel? On part de l'idée, enfin les woke partent de l'idée que la société patriarcale, trop longtemps, a incité les femmes à privilégier leur foyer et la recherche de l'amour par rapport à leur réussite professionnelle, et veulent à présent mettre en place un contre-modèle où on montre aux femmes qu'elles peuvent s'accomplir autrement quand on tombe amoureuse. Oui, c'est pas bien ça? Par la réussite professionnelle, en étant des femmes fortes et indépendantes, mais en fait, évidemment, il faut... Est-ce qu'on pourrait encore écrire une Mein Kampf aujourd'hui, vous pensez? Vous pensez que c'est possible? Il faudrait leur demander ce qu'ils en pensent. Parce que je suis sûr que les woke qui voudraient interdire ce chef-d'œuvre de la littérature. Il faut que... sortez pas ça de son contexte, s'il vous plaît.
vit dans un monde où les femmes soient le plus libres possible, on est tous d'accord là-dessus, mais on peut se demander si on n'est pas justement en train d'imposer un contre-modèle qui nuit aux aspirations des femmes qui veulent se diriger vers des choix traditionnellement plus... D'ailleurs, la Reine des Neiges a supplanté Blanche-Neige. La Reine des Neiges, c'est un modèle de sororité et pas d'amour et de rencontre amoureuse. Ouais, la sororité dans les films woke, notamment dans Barbie. Je sais pas si c'est la Reine des Neiges, mais c'est un changement. Mais la sororité dans les films, en fait, vous savez même pas ce que ça veut dire la sororité. En fait, maintenant, vous allez reprendre tous les films qui sortent aujourd'hui et quand deux femmes vont discuter entre elles d'autre chose que d'un mec, vous allez considérer que c'est de la sororité et du wokisme. C'est navrant, hein. Je veux dire, c'est navrant. Qui montre effectivement une évolution. Alors le troisième film que je voulais montrer, c'est Friends. Ah non, cancel Friends. Hein. À un moment donné, il y a un singe, c'est maltraitance animale. Hein. Cancel. Hein. Friends, la série Friends, culte aux États-Unis, mais qui a fait traverser le monde entier. Et on pourrait Cancel. dire c'est une série plutôt progressiste, puisqu'il y a la GPA dedans, il y a des couples homosexuels. C'est pour la maman. Mais il y a des... Montrer un couple homosexuel, c'est être progressiste. Mais ils existent en fait, ces gens-là. Ils existent. Évidemment qu'on les représente dans nos œuvres. What the fuck? Il y a un couple homosexuel, donc c'est woke. C'est woke d'être gay. C'est une femme transgenre, je crois, la maman de Chandler aussi. Voilà, il y a une femme transgenre, donc on pourrait se dire, là, on peut pas. Cette série, elle passe les fourches codines du wokisme. Et pourtant, c'est une des séries les plus critiquées par les woke. Mais il y a une. Par les woke. Pas par moi déjà, parce que j'en ai rien à carrer de Friends. Vraiment, c'est pas du tout un truc qui m'a marqué quand j'étais ado, j'ai pas beaucoup regardé. Non, j'ai pas l'impression que c'est un des principales cibles des woke. Enfin, je sais pas, je vois pas Cancel Friends partout sur Twitter, je l'ai même jamais vu. Hein. Une confusion dans la façon dont les woke regardent les films. Ils ne comprennent pas que parfois, des comportements. Attends, c'est nous qui sommes confus en regardant les films, alors que tu viens de dire que La Reine des Neiges, c'était un film sur la sororité. Enfin... dont on rit à l'écran, on peut rire du vice de certains personnages, de l'imperfection morale de certains personnages, sans pour autant glorifier leurs actions. Par exemple, dans Friends, il y a un épisode qui est beaucoup critiqué par les woke, c'est un épisode où je sais plus quel personnage n'est pas content parce que son fils joue avec une Barbie, avec une poupée. Et on comprend. Mais l'idée, et donc c'est le gag pendant tout l'épisode. Mais on n'est pas en train de dire que les filles ne devraient pas jouer avec une poupée. Les garçons, pardon. L'idée, c'est de montrer, de rire des craintes infondées de ce personnage, de rire de ça. Mais oui, mais on n'est pas des débiles. C'est pas nous les idiots, hein, Samuel. Hein. Par contre, il y a réellement une frange de la droite qui considère le personnage de Jean Dujardin dans OSS 117 comme un modèle premier degré. Hein. Qui c'est qui comprend rien, en fait, à l'idée qu'il y a derrière ces films? Qui c'est qui interprète mal? Évidemment qu'on est capable de rire d'un héros aussi risible que Hubert Bonny, je sais pas trop fan d'OSS 117. Évidemment qu'on est capable de rire de ça. On n'est pas des imbéciles qui prennent tout au pied de la lettre. Par contre, il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y en a qui prennent le personnage de Homelander dans The Boys, ça par contre j'aime beaucoup, enfin un truc que j'aime bien, vous allez me dire, pour un modèle à suivre, vous voyez ce que je veux dire? Dans les manifestations pro-républicaines américaines avec son masque, qui prend les choses premier degré? Mais c'est incroyable. Nous aussi on peut jouer à ce jeu-là. Hein. Ça fragilite. C'est long. Il faut que ça se termine. Et moi j'en ai marre, ça se sent depuis 10 minutes. J'en ai marre de commenter ce truc. Allez, fin de la première partie. Entre guillemets, et il n'y a pas ce recul effectué. Ah, mais c'est parce qu'on était déjà à la deuxième partie, c'est pour ça. Oh, bon, bah écoutez, c'est pas grave. On avait fini Panique morale, on était passé... Ah oui, à partir du moment où elle montrait des affiches pour demander si on pouvait encore produire des films comme Mille et une pattes aujourd'hui. Vous pensez que c'est possible, ça? Bah non, c'est pas possible. C'est de l'anthropomorphisme, ça nous scandalise, nous, les woke. Et bah, c'était intéressant, hein. Très sincèrement. Les vidéos de Vulvon, ce genre de vidéos pour enrichir votre pensée, le choix, il n'est pas si simple. Ah là là, il nous reste 2 parties à faire. J'ai pas envie. Je vous sors ça demain et après-demain. Bah écoutez, amusez-vous bien devant cette vidéo. J'espère que ça va bien nourrir votre réflexion. Allez voir la vidéo d'Antoine Goya sur le sujet. Abonnez-vous à des chaînes qui arrivent à prendre du recul sur tout ce type de questions-là. Abonnez-vous à Vulvon et compagnie. Et puis bah écoutez, pour ce qui concerne le financement du cinéma, c'est Game Focus qui en parle très bien. Donc voilà, allez vous abonner aux copains, ils le méritent. Et bah prenez soin de vous et peut-être à demain du coup. Salut.